Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Un peu fatigué parce qu'on a participé au championnat de France pour coacher ou pour Solène pour une participation directe. Et l'enjeu, là, ça va être de vous partager un peu notre expérience. Un podcast où on va essayer de vous donner à la fois des conseils sur des choses qu'on a pu observer, des erreurs, mais aussi tout simplement vous donner un peu un feedback de ces championnats de France qui se sont passés le week-end dernier au moment où on tourne ce podcast. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous les gars des France? On va commencer par un truc simple, mais niveau organisation, niveau ambiance, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Bah, franchement, c'était incroyable. C'était incroyable, d'autant plus si on prend en compte en fait que le club organisateur, qui est Force Enclume, c'est la première fois qu'ils organisaient des championnats de France. Et là, de tête, je pense que ça fait partie des meilleurs, voire le meilleur championnat de France junior auquel j'ai pu participer. Donc, gros GG au club de Force Enclume, ils ont fait ça vraiment bien, que ce soit en salle de chauffe, au niveau des spectateurs, la buvette, tout ça, enfin tout était très quali, tout était très bien organisé. Il y avait beaucoup de place pour le public et malgré ça, la salle a été remplie. Donc derrière, en termes d'ambiance, de hype, etc. aussi, ça criait beaucoup, ça criait sur tous les lifts. C'est rare qu'il y ait eu des passages en fait où personne ne disait rien, personne n'applaudissait, etc. Donc franchement, non, c'était un très très beau championnat de France. Et toi, Romain, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça t'a plu aussi? T'as passé une bonne expérience? Ouais, moi surtout je suis bluffé aussi de voir à quel point ça avance en fait d'une année à l'autre, où on voit qu'à chaque fois l'organisation est de mieux en mieux, etc. Je pense que ce qui pouvait peut-être être un petit peu, si vraiment on veut être tatillon, c'est la forme de la salle, tu vois, le fait que ce soit en longueur. Mais c'est vrai que niveau organisation, le club a vraiment géré, et que ce soit autant en salle de chauffe que sur le plateau, etc. Bon, j'ai pas tiré, mais visiblement le matériel avait l'air vraiment bien. Pareil, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait eu particulièrement de retard ou quoi. Donc non, c'était vraiment sympa, quoi. C'était carré, hein. C'était vraiment bien. Je partage aussi. C'était vraiment. Et puis voilà, si certains du club nous écoutent, bravo, grosse force, parce que c'était 3 jours intenses et ils ont assuré de A à Z en fait. C'était Ouais, ouais, nickel. ouais. Franchement, Ouais. Que que parfait. ce soit le club, ou bien la team média de la FF Force, ou bien Mm, la team organisatrice, ou bien la team de spotters, parce que mine de rien, là, mm. plus le temps passe, plus il y a de gens qui sont investis pour justement permettre de faire grandir ces championnats de France et de faire chaque année un meilleur événement. Donc vraiment, que ce soit le club organisateur ou chacune des personnes qui a pu participer de près ou de loin à ces championnats de France, vraiment bien joué à vous parce que c'était incroyable. Bon, on va tout de suite, avant de passer à un sujet suivant, on va tout de suite crever l'abcès. On va parler du principal intéressé. On va parler de Monsieur le recordman de squat, le monstre, Souleymane Turki. Qu'est-ce qui s'est passé, Monsieur Souleymane Turki? Ah là là, quelle compétition. Euh, En fait, la force était là, mais en termes d'exécution, j'étais bien en dessous de ce qui était attendu et bien en dessous de ce que moi-même j'attendais. Je pense que j'ai pas été assez rigoureux sur mes standards d'entraînement, que ce soit au niveau de la profondeur de mes squats ou bien des fesses qui décollent au développé couché. J'ai pas grand chose à me reprocher au niveau de la préparation pour le soulevé de terre, pour être honnête. Là, c'est pour la 310, c'était plus une histoire du jour J, mais sinon, je pouvais pas y faire grand chose en fait. Mais ouais, au niveau de mes squats, en fait, au début de la préparation, avant que le ramadan démarre, j'étais plutôt à l'aise. Je faisais des squats qui étaient plutôt bons, etc. Et je pense que j'acceptais pas que mon niveau de forme diminue au fil des semaines et au fil que le ramadan passait. Et pour contrer un petit peu ce manque d'énergie et ce manque de performance, inconsciemment, je descendais moins pour moins sentir l'écart entre les barres. Un exemple très concret, au début de la préparation, j'avais tapé 277 kg RPE sub 8 au squat, avec une bonne profondeur, etc. Donc j'avais cette barre en référentiel en fait tout au long de la préparation. Et à partir du moment où on voit que les warm-ups sont plus durs, etc., le fait de passer de 277 à 8 à potentiellement, je sais pas, 289, je pense que je l'aurais pas accepté. Donc voilà, inconsciemment, je suis moins descendu et ça m'a permis de bouger des barres un petit peu plus facilement que ce que la forme du jour m'aurait permis de faire avec de bons standards. Donc voilà, après, je suis un petit peu rentré dans un cercle vicieux et les 3 derniers squats lourds de la préparation n'ont pas été faits au standard. Donc après, voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même, c'est pas une excuse. Au final, j'aurais pu très bien m'entraîner au standard pendant ce mois de ramadan. C'est juste moi qui ai cherché un petit peu à fuir la réalité comme ça.
Mais voilà, du coup, le jour J, quand il a fallu gratter ces 2-3 centimètres en plus que j'avais pas l'habitude de faire, ça m'a tout de suite fait très bizarre. Il y avait un manque de repères et derrière, je savais pas trop comment renvoyer, etc. Déjà, j'ai eu de la chance de pas m'être blessé parce que c'est pas rare de voir des athlètes qui s'entraînent au squat toute la saison et ensuite, au moment d'être sur le plateau, quand il faut chercher les derniers centimètres, bah, ça peut faire un choc au niveau du dos, au niveau des hanches, etc. Donc, Dieu merci, je m'en sors bien. Disons que je m'en sors avec un 2 sur 3 au squat, alors qu'il y en a qui s'en sortent avec une réhab de 6 mois. Donc, ça, vu comme ça va. Mais ouais, je peux m'en prendre qu'à moi-même pour ce squat. J'aurais bien aimé le monter à 290,5. Mais je sais que c'est que partie remise. De toute manière, c'est un record open aussi. Je vais bien avoir l'occasion de le monter à 300 plus et je compte bien là-dessus de toute manière. Mais voilà, et à partir du moment où ce troisième squat a été raté, en fait, je suis rentré un petit peu dans un cercle vicieux où je cherchais à courir après les kilos parce que j'ai bien vu que je venais de perdre 7 kilos concrètement sur le total. Et 7 kilos sur un match assez serré comme ça, bah, mine de rien, ça joue beaucoup. Derrière, au développé couché, je me sentais pas ouf en salle de chauffe, donc j'ai un petit peu baissé mon opener prévu. Je devais ouvrir à 160, j'ai ouvert à 155. 155 qui est très bien monté. Ensuite, j'ai mis 162 en deuxième barre. J'ai eu 2 blanches puis une rouge. Donc je sors content du plateau et au final, décision du jury, la barre a été overturn. Ouais, mais je te l'avais dit, enfin je me souviens Non, quand non, je mais l'avais vu. je sais que j'ai toujours plus ou moins été limite à ce niveau-là, au niveau des fesses, donc ouais, c'est pas grave, c'est le jeu, hein, je blâme pas le jury ou quoi que ce soit. S'ils pensaient que la barre était pas bonne, elle était pas bonne, et puis voilà. Et du coup, j'ai pas pu monter de fou. Je pense que j'étais bien sur 67-70 ce jour-là, mais il fallait assurer une barre et être sûr que je puisse la faire avec les standards les plus stricts. Parce que lorsqu'on vient de se faire annuler une barre, en fait, sur notre prochain passage, les arbitres vont être d'autant plus vigilants sur le point qui a été énoncé. Donc, je savais que peu importe la barre que je mettais, il fallait que je la fasse avec le cul collé au banc. Et au moindre mouvement, au moindre décalage, etc., j'aurais pu me faire sanctionner. Donc voilà, je pouvais pas me permettre de rajouter 5-7 kilos sur une barre ratée et potentiellement rester sur 155 kilos au développé couché. C'était pas possible, c'était pas envisageable. Ensuite, au soulevé de terre, grosse forme au soulevé de terre. C'était incroyable, vraiment. Le soulevé de terre, ça a un petit peu enjolivé ma fin de match. J'étais content malgré la troisième barre ratée. Parce que, mine de rien, déjà dès les warm-up, je me sentais bien, les barres volaient fort. Mon last warm-up à 270 kg, je l'ai monté comme une barre à, je sais pas, 240, 250 normalement. Donc c'était de bon augure. 285, je l'ai monté RPE 0 en opener. 300 qui passe, je sais pas, 6-7 pas plus. Donc j'étais vraiment, vraiment bien. Et après, le drame. Le drame à 310 kilos, la main qui s'ouvre. Il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils pensaient que c'était une crampe au pec ou je sais pas quoi. Non, en fait, le petit mouvement bizarre en haut de mon lock, c'était dû à justement la barre qui m'échappe, la barre qui me glisse des mains. Mais j'ai pas eu de soucis de crampe ou quoi tout au long de la compétition. Juste, j'ai commencé à tirer sur la barre et dès la mise en tension, j'ai senti que mes doigts glissaient. Donc, je saurais pas dire exactement pourquoi. J'ai 2-3 idées, mais au final, on peut pas changer ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai lâché ma barre. C'était une barre importante, mais derrière, Thomas a fini ce qu'il devait finir, donc en soi, pas de regret. Mais voilà, au final, je termine sur une compétition en 6 sur 9, donc en soi, il y a de quoi me faire un procès. mais voilà, c'est 6 sur 9, et je termine quand même sur un PR au total, un PR au squat, un PR au soulevé de terre. Voilà, on a vu pire comme Bad Day et comme Mid Didn't Go As Planned. Donc non, franchement, ça me donne juste encore plus la niaque, encore plus la hargne pour aller chercher des grosses barres et enfin un vrai total sur la prochaine échéance. Ok, mais de toute façon, je pense que de toute façon, ça sera suivi en direct sur YouTube parce que je crois qu'il y a une série Road to 800 qui n'est que au début de ces épisodes, mais comme ça, voilà, comme ça, on peut avoir un petit feedback aussi sur cette compétition. Et je vous propose qu'on enchaîne tout de suite sur des choses que vous avez pu voir, des choses que vous avez pu penser, des astuces que vous pourriez donner à des athlètes qui feront bientôt peut-être leur premier championnat de France, voire même les sub-juniors qui ont leur championnat de France bientôt dans 1-2 semaines. Entraînez-vous au standard. Entraînez-vous au standard, ouais, je pense que ça
Ça, c'est évident, et clairement, ça, je pense que ça, c'est un peu on a envoyé une petite newsletter là-dessus, sur le fait que voilà, c'est quand à ce niveau-là, de toute façon, c'est le standard qui compte, et le jour J, il faut convaincre, en fait. Il n'y a pas de, oui, l'arbitrage ou je ne sais pas quoi, c'est à vous de convaincre, c'est pas la faute des arbitres, c'est à vous Ouais. de convaincre, et c'est super Et puis important. j'irai même un petit peu plus loin. Soyez au standard et essayez de mettre l'ego de côté quand on vous dit que vous l'êtes pas. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire pendant cette prep. On a essayé de me glisser des indices, me le dire gentiment, etc. C'est Voilà. l'angle. C'est Non, c'est vrai, faut rendre à César ce qui appartient à César. On a essayé de me sauver, j'ai pas voulu être sauvé, et au final, je m'en suis mordu les doigts le jour J. Donc, c'est quitte à s'entourer de gens qui veulent nous donner des conseils, qui veulent nous aider à mieux réussir, etc., il vaut mieux les écouter, quoi. Donc, si jamais on vous dit que vous êtes haut, si vous y croyez moyen, vérifiez avec peut-être d'autres personnes, etc., mais au final, c'est rarement entièrement faux, quoi. Et j'allais dire, moi, une erreur que j'ai beaucoup vue, en fait, c'est l'athlète, en fait, quand il est dans son match. Déjà, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui surestiment un petit peu la facilité d'un lift, souvent. Et tu sais, qui se disent, bon, tu vois, tout à l'heure, Soulé, bon, je veux pas abuser, mais quand tu as dit, ouais, la deuxième barre est passée RPE 6-7, je pense qu'au ressenti, elle est passée très facile. Mais je pense que clairement, si tu l'avais tapé à l'entraînement, tu n'aurais pas dit qu'elle était 6-7. Tu vois, elle montait bien. Ah, oui. Mais bon, Bah, voilà. Et moi, avec la hype, etc. ouais, c'est ça. On peut pas réellement juger un RPE sur une Ouais, barre c'est sur le compliqué. plateau, de toute façon. Et c'est pour ça que je pense que c'est assez important, en fait, pour le coup, de déléguer ça, tu vois, le choix des barres le jour J. Dans le sens où moi, en fait, j'ai vu énormément de personnes à qui, tu sais, en fait, tu as envie de faire la barre et t'as tellement envie de la faire que tu essaies de te convaincre que c'est bon, tu vois. De ouf. Et bon, il y a eu le cas pour, je crois que c'était pour ton bench, du coup, où au dernier moment, on a dû adapter un petit peu parce que du coup, il y a le jury qui a call out la deuxième. J'ai eu le cas avec Hélène aussi, je crois, où tu vois, je lui ai dit que je pensais que le troisième, il passerait pas, il faudrait mettre 2,5 kg de moins et vraiment, il manquait rien, donc c'était dommage. Mais ouais, je pense que ça, c'est un truc sur lequel, tu sais, parfois, tu as envie tu viens pour faire ta barre, en fait. Tu sais, tu as envie qu'il y ait 3 rouges, tu as envie qu'il y ait un nombre rond et tout, et tu as du mal à mettre 2,5 kg de moins pour que ça fasse ce qui est le bon call. Et finalement, parfois, c'est l'arrondi qui peut te valoir ton essai, quoi. Donc, ça, je pense que, je suis coupable moi-même, hein, je dis, c'est un conseil que je donne, mais je sais que moi, si c'est pas moi qui gère mes essais, c'est pareil. Le jour J, quand tu te sens en forme, tu as envie d'envoyer. Et ouais, ça, je pense que pour le coup, c'est vraiment un truc sur lequel il faut être super vigilant, quoi. Ouais, puis même, j'ai envie de dire d'autant plus lorsque tu te sens pas en forme. Ouais. Parce que là, au squat, clairement, dès mes Ouais. last warm-up, je savais qu'il y avait un truc qui clochait. J'étais vraiment pas à l'aise, etc. Et au final, malgré la 2,83 qui passe, mine de rien, un petit peu grindy quand même, je voulais pas faire moins que mon last heavy squat, en fait. Ouais, je comprends. Et je me suis dit non, je peux pas. Et après, tu m'as un peu laissé la porte ouverte en me disant ouais, peut-être ça passe. Et je me suis dit vas-y, tu sais quoi, je la grind, c'est pas grave, mais je les grind, mais je suis pas descendu. Donc, Ouais. Bah, mais objectivement, même avec le recul, je pense que de 90, avec. c'était pas un mauvais call en soi. Non, je pense qu'avec quelques centimètres de plus, tu l'avais. Hein. Ouais. Ça aurait été très dur et pour le coup, ça aurait été à la rupture. Je sais pas, je maintiens que c'est peut-être pas le call que j'aurais fait, Oui. mais je pense que tu l'aurais eu, tu vois. C'est pas en mode. Ouais. Bon, de toute façon, on refait pas l'histoire après, mais. C'est Et ça. en plus, je me De souviens. toute façon, t'en avais besoin, t'avais besoin de cette barre. De toute façon, Thomas là-dessus, Oui, il c'est était, ça, il c'est vrai était aussi. sur un jour excellent et il aurait été cherché. Je pense que t'avais besoin de jouer ça de toute manière. T'y allais pas pour faire de la figuration, quoi. Ouais, après, je pense 88, ça aurait sauvé mon match. Ah, possible. Bah, Mais 1 kilo d'écart, ça aurait pu faire la différence parce que ouais. si Parce on que garde. ça fait 5 kills de plus en soi sur mon squat. Hein. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça, il y a aussi un truc qui m'a amusé. Non, ça m'a pas amusé, mais c'est clairement pas le cas. Mais tu sais, quand tu étais sur ton squat, Ouais. où je sais pas, je voyais, tu sais, je me souviens quand tu m'avais dit, ouais, on verra le jour J, à partir de 2,20, je pourrais te dire et tout. Et je me souviens, je t'ai demandé, et tu sais, tu m'as fait un ouais, ça va. Mais tu sais, un ouais, ça va, tu sais, tu veux pas t'avouer que ça va pas. En fait. De ouf. C'est le ouais, ça va en mode, tu sais, t'acceptes pas. Parce qu'en fait, à partir du moment où t'acceptes que ça va pas, t'acceptes aussi que tu dois revoir toutes tes attentes à la baisse. Et c'est compliqué, ça, de mettre ça, de le formaliser, quoi.
Ouais, il y a un autre truc sur lequel moi j'avais envie de revenir, c'est aussi d'avoir confiance je dirais, dans la personne qui va gérer ton match en fait. Parce que quand tu sors et que voilà, tu sors du plateau, tes sensations en fait elles sont trompeuses quoi. C'est-à-dire que comme tu disais Romain, tu as l'impression qu'un truc est bien monté, donc tu dis ok, il y a de la marge. Mais je pense que c'est vachement important d'avoir un regard extérieur. Et je pense qu'il faut être capable aussi quand on encadre un athlète, je pense qu'il faut être capable aussi de lui dire quand à un moment donné bah ça déconne un peu le choix des barres, quoi. C'est-à-dire il sort, il te dit ouais c'était super et en fait tu vois que la def était limite, que le verrouillage il était pas top, que le cul il commençait un peu à se lever au bench. Je pense qu'il faut aussi si vous travaillez avec quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un qui gère votre match, donnez-lui aussi le pouvoir de gérer le match. Et c'est pas, il n'est pas là pour embêter l'athlète, il est là pour lui, je dirais, pour lui permettre de faire le meilleur total qu'il a ce jour-là et pas le total que t'aimerais faire. C'est vraiment le total que t'as. Et je pense que c'est aussi, voilà, je pense qu'il faut être aussi clair avec la personne qui gère un peu ton game day, de lui dire, ok, voilà, je te donne les cartes, ou bien je te les donne pas, mais il faut que ce soit clair, parce que j'ai l'impression que c'est un truc qui est pas toujours très, très évident entre l'athlète et un coach, et je pense que c'est important d'en discuter en amont. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, Carrément. mais... Après, j'allais dire que en fait, après, ça dépend aussi beaucoup de la personne qui gère ton match, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui, bon, tu peux te connaître très bien, etc. Mais moi, combien de fois j'en vois des gars, que ce soit à l'entraînement ou pas, qui disent ouais, t'inquiète, celle-là, tu l'as, etc. Et en fait, il y a des bars où, je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde se hype et tout le monde, tu vois, c'est une hallucination collective, en fait. Les mecs, ils sont tous persuadés que ça va passer. Et en fait, ça, à force de crier, à force de se hyper, tu sais, ils s'auto-convainquent. Et moi, je sais pas, ça m'est arrivé plein de fois où je vois des last warm-up, je sais déjà que le top 7, il va finir sur les sécu, tu vois. Ouais, Et, je suis d'accord. et donc, ouais, il faut aussi avoir quelqu'un qui, pour le coup, est raisonnable. Donc, pour le coup, ça me fait rire parce que je me souviens que Roman, on s'est beaucoup foutu de toi parce que sur tes derniers mythes, t'étais peut-être trop conservatif, justement. Mais bah, parfois, il vaut mieux, tu vois, il vaut mieux finir RPE 9 plutôt que faire que louper ses 2 derniers essais, ou tu vois. Ouais, et puis c'est aussi, je pense que c'est aussi un truc à travailler à l'entraînement. Si je peux donner un conseil aussi, c'est d'être capable aussi de, comment dire, de pratiquer pour se connaître vraiment en fait. Parce que tu as des athlètes, j'ai l'impression que quand ils délèguent leur match, en fait, la personne qui va gérer le match va estimer la difficulté par rapport à ses propres standards. C'est-à-dire Ouais, qu'il c'est va ça. voir l'athlète, il va voir le lift de l'athlète et il va dire ouais non là t'étais large, mais en fait il se réfère à sa propre vitesse de lift. Ouais, bien sûr. Je prends un exemple très concret avec Léa quand on Ouais, voit c'est son ça. terre, quand Moi, on je te voit son dis, terre à Léa, ouais. tu te dis mais je me souviens Romain tu m'as dit mais t'es sûr là son avant-dernier warm-up, t'es sûr que l'opener il est pas un peu, je lui dis mais non t'inquiète Léa, je sais qu'au démarrage c'est 4-5 secondes au sol et ensuite Ouais. si ça décolle c'est fini en fait, et parce qu'en fait elle a vraiment un besoin vraiment de maintenir la position et ça tu vois clairement moi si je vois Léa dans la salle de chauffe, Léa si tu nous écoutes, moi je vois ça je lui dis mais attends t'es RPE 10 là il faut Ouais, arrêter, c'est clair. et en fait pas du tout quoi. Donc je pense que c'est très important aussi voilà, de bien connaître son athlète et pas faire du call général, mais vraiment du cas par cas et connaître la vitesse des lifts, hein, parce que encore une fois, c'est très individu dépendant. Oui, c'est ça, parce que moi, c'est pareil, je vois un tradi, surtout, enfin, comment un décollage avec une position qui se tient, qui se maintient assez longtemps, ça peut être assez fréquent pour, tu sais, le pattern typique d'un sumo assez vertical, mais pour un tradi avec une flexion comme ça, c'est assez rare, quoi. Et je me souviens, j'ai été le voir, j'ai fait, t'es sûr, là, pour l'opener, il m'a fait, ouais, t'inquiète. Et ouais, finalement, c'est même, j'ai presque même l'impression que c'est monté mieux sur le plateau, en fait. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Je pense que ça c'est important, voilà, de bien connaître l'athlète et puis voilà, de faire une bonne équipe en fait. Je pense que c'est ce jour-là si tu vois si l'équipe elle fonctionne aussi quoi. Je pense Et, que ça c'est important. et justement, je pense que c'est bien aussi d'avoir des profils qui sont un peu complémentaires. Parce que tu vois, dans ton cas, typique, je pense que si tu as, si t'as un coach qui est là pour te gérer le jour J, il faut aussi quelqu'un qui te pousse à aller chercher plus. Parce que toi, tu vois, tu aurais tendance à être trop frileux là-dessus. Je sais que c'était aussi un truc qui faisait flipper Soulé, c'est qu'il avait peur que je mette une barre juste pour valider un total et sans qu'il soit capable de la mettre, tu vois. Mais le but, c'est ça, c'est d'avoir. Si tu en as un qui a tendance à pousser un peu, faut qu'il y en ait un autre qui soit capable de le tirer un peu dans l'autre sens et de lui dire, oh, on se calme un peu. Et en fait, à deux, tu arrives à trouver un bon compromis, quelque chose qui soit assez proche de la réalité, quoi. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, de En, ouf. par... en parlant de ça, je sais pas si vous avez autre chose à rajouter sur la gestion de match. Moi, il y a autre chose qui m'a, je dirais, surpris sans être surpris, c'est la différence de qualité entre les échauffements.
au sens où il y a des athlètes avec lesquels on a pu tourner sur les racks et tout, c'est carré, il y a 1 heure de passage, vraiment l'échauffement est timé. Enfin, c'est ce qu'on fait nous aussi d'ailleurs. Mais et il y en a certains ou certaines, c'était un peu, enfin moi j'étais un peu surpris à quel point l'échauffement il était pas prêt quoi. C'était en mode, tu fais quoi? Oh bah je sais pas, une petite barre à vide. Et tu dis ouais, et après qu'est-ce qu'on fait? Bah je sais pas, allez 40. Et tu te dis mais en fait on va pas deviner quoi, parce qu'au bout d'un moment va falloir être prêt au moment où on t'appelle quoi. Et ça je pense que c'est important aussi de standardiser son échauffement et encore plus en fait de s'entraîner avec. En fait il faut s'habituer en compète, on va t'appeler et c'est pas toi qui décide quand tu passes en fait, c'est l'arbitrage qui décide. Et donc tu dois être prêt et tu dois apprendre à être prêt au bon moment en fait. Je sais pas si Ouais, vous avez remarqué un peu ça. ouais, bien sûr, parce que t'as mine de rien, bon, souvent ce qu'on fait quand on time les échauffements, c'est qu'on compte environ 1 minute par passage. Donc c'est bête, mais si on a un athlète qui est dans le groupe 2, bon bah s'il y a, je sais pas, 10 personnes dans le premier groupe, bon bah 10 fois 3, 30 minutes. Et après on se dit, bon bah en fonction de là où tu commences dans le plateau, t'as peut-être un peu plus de temps pour faire ta chauffe. Mais c'est pas toujours le cas. 1 minute, c'est quelque chose qui est calqué. Et tu vois, typiquement sur certains lifts, je pense notamment au terre par exemple, où le setup peut être assez rapide. Tu sais, tu te mets vite sur la barre et tu tires. Bah, ça peut aller plus vite. Sur le bench, souvent les athlètes mettent plus de temps, tu vois, à se placer, à se préparer, à sortir du plateau et tout. Donc ça peut, mine de rien, ça peut jouer. Il faut, enfin ouais, pour moi c'est un truc qui est hyper important. Plus au niveau du timing de l'échauffement. Moi, comment ce truc-là des barres, je l'ai pas trop vu parce que j'ai tourné avec des coachs qui étaient plus expérimentés. Donc pour le coup, il y avait moins ce souci-là. Par contre, le problème du timing de l'échauffement, je l'ai vu un peu plus, surtout pour des gens qui en fait avaient tendance à se chauffer beaucoup, beaucoup trop tôt. Et typiquement, moi, j'ai vu des gammes montantes qui commençaient 1 heure avant le passage sur le plateau, tu vois. Et là, tu te dis, bon bah, si t'as même 6 barres de chauffe à faire, bon courage, tu vois, tu vas arriver franc en fait. Ouais, de Ouais, ouf. Mais après, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, beaucoup de nouveaux, de débutants et de personnes qui sont en licence individuelle, etc. Donc qui sont pas nécessairement accompagnés par le staff d'un club, donc par des personnes plus expérimentées. Donc en vrai, c'est pas si étonnant que ça. Par exemple, j'ai vu qu'à un moment que il y avait des athlètes qui savaient pas qu'on avait 1 minute pour donner le ticket. Donc Ouais. ça fait partie des règles de base en compétition. Mais du coup, ça fait sens et ça va de pair avec un manque de repères sur l'échauffement, pas trop savoir ce qu'on va faire, etc. Et en soi, on n'est pas là pour les blâmer, ils sont là pour apprendre, c'est nouveau pour eux, etc. Ouais, carrément. Mais juste voilà, il faut se dire que bah, lorsqu'on participe à une compétition, d'autant plus de niveau national, normalement sur les compétitions qualificatives avant aussi, mais c'est super important de connaître son règlement en fait. Parce que le règlement, il est là pour nous aider, on s'en sert pour être dans les meilleures conditions possibles pour performer. Et je vais dire une bêtise, mais si par exemple tu fais ton opener à 200 kg au squat et que derrière l'ami qui est là pour gérer ton match, il savait pas qu'il avait qu'1 minute pour donner le ticket, que tu te retrouves à une À deuxième barre à 202, ouais. 202 au lieu de je sais pas, 212, bah derrière, il y a ton match qui est un peu remis en question. Est-ce que tu laisses le time tourner et tu passes que sur ta troisième barre? Est-ce que tu passes sur ta barre à 202 quitte à faire un jump beaucoup plus gros derrière? Enfin, ça te met dans un scénario que tu n'avais pas forcément prévu d'être. Donc, ouais, le règlement d'une façon générale, que ce soit bien savoir exécuter les lifts au standard ou bien tout ce qui tourne autour de ça, sans connaître le règlement, c'est compliqué en fait de faire une bonne compétition, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense qu'il y a aussi beaucoup de soucis parce que tu sais, le powerlifting, quand tu regardes ça, tu te dis, ça a pas l'air trop compliqué. Tu te dis, bon, bah, je monte sur le plateau, je donne ma barre et j'y vais. Et en fait, mine de rien, c'est quand même assez codifié. Et bon, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, si tu participes à un jeu et que tu connais pas les règles, t'as assez peu de chances de gagner, quoi. Ouais, clairement, Donc, clairement. Ouais, clairement. il y a plein de petites subtilités à connaître, que ce soit, ouais, je sais pas, au niveau du jury. Parfois, il y a des gens qui peuvent être un peu étonnés par rapport ouais, je pense toujours au standard qu'on demande parce que c'est aussi quelque chose de très fréquent, mais tu sais, peut-être pas sur la pose au bench parce que c'est quelque chose sur lequel on en parle assez. Mais je pense aussi, bon, ça m'a pas trop marqué sur ces France-là, mais parfois, tu sais, des long holds, en fait, tu sais, l'arbitre qui te demande, tu sais, qui te donne pas mal de temps avant d'avoir le press. Ouais. Enfin, avant d'avoir le start, et du coup, t'attends dans une position, et si t'as pas l'habitude de le faire à l'entraînement et que t'es dans une position où la barre te semble lourde, ça peut vite devenir inconfortable, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis d'une façon générale, déjà pour faire une bonne compétition, connaître le règlement.
Mais alors là, si en plus vous avez un match, bon courage. Parce Ouais. que toutes les petites subtilités de changement d'opener, de modification de troisième barre au deadlift, les coups de bluff, les machins, enfin, si on n'est pas au courant, on peut pas le deviner, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ouais, un conseil vraiment super important pour ceux qui débutent et pour ceux qui étaient pas au courant. Apprenez le règlement et soyez au courant de ce dont vous avez le droit et ce dont vous n'avez pas le droit, en fait. Et surtout, je pense qu'en fait, il y a aussi une grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes, et comme tu le dis, qui sont néophytes, qui commencent, et en fait, qu'on fait des très bonnes compétitions, par exemple régionales, départementales ou autres, qui leur ont permis justement de se qualifier. Mais en fait, ce que ces athlètes ne comprennent pas forcément, c'est que entre une compétition régionale et une compétition nationale, même si sur le papier c'est les mêmes règles, etc. Souvent, ça faisait aussi ça faisait aussi écho à ce qu'on avait envoyé dans la newsletter. Mais souvent, quand tu gagnes à niveau régional, c'est parce que tu es tout simplement plus fort en fait. Tu peux faire un 3 sur 9, tu sais que de toute façon tu vas quand même gagner parce que forcément il y a moins de participants, c'est moins compétitif. Alors que le jour J, quand tu te retrouves avec une organisation pardon, qui est beaucoup plus codifiée et qu'effectivement il y a un match à jouer, tout de suite il y a plus de pression, il y a effectivement ces coups de bluff, ces changements de barre, etc. Et c'est pas du tout la même chose. Entre gérer un match, entre donner des tickets et gérer un match, c'est pas la même chose, quoi. Et c'est pour ça aussi que c'est faisable de faire une compétition, je dirais, qualificative comme ça, région départementale, sans avoir nécessairement de coach, simplement un pote qui peut donner les tickets parce que c'est plus pratique. Mais faire ça à niveau national, gérer des gros matchs vraiment tout seul, c'est compliqué, quoi. Ouais, Je suis et d'accord. c'est une raison de plus pour nous engager en tant que coach, en fait. Let's go! Il dit les termes ici. Non, Non, mais ouais, la ouais, non, gestion mais de c'est match, bien sûr. ça fait partie du package. Le coaching, c'est pas que de la programmation, c'est aussi la gestion de match sur place, surtout pour une compétition nationale ou internationale. Voilà, c'est facile de programmer. Après, derrière, savoir bien organiser les échauffements, s'adapter en fonction des différents scénarios, gérer le match, etc., c'est une autre paire de manches. Donc voilà, nous, on a la chance d'avoir commencé plus tôt et d'avoir l'expérience du terrain maintenant. Mine de rien, bah, ça fait quasiment, ouais, ça fait 6 ou 7 ans que je fais de la compétition. Donc bah voilà, maintenant je suis plus étonné, le règlement je le connais sur le bout des doigts, etc. Donc autant en profiter. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez pu voir, des choses qui vous ont agréablement surpris, des choses qui ont confirmé des hypothèses? Moi j'ai un truc là-dessus qui m'a, ouais, c'est théorème confirmé, mais la masse quoi. Théorème de la masse. À chaque fois, il me le dit. Il Non, arrive au théorème de France, la il fait, il masse. y a que des white body. Non mais des white body, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Tu vas en salle de chauffe. Tu regardes les mouvements, tu regardes les squats, tu regardes les cuisses, en fait, tu sais qui va fermer le plateau. Enfin, je veux dire, il y a évidemment, sauf cas contraire, mais tu vois que tu vas au bench, maintenant avec la nouvelle règle, c'est simple en fait. Tu vois ceux qui ont les plus gros bras, ceux qui ont les plus gros pecs et épaules, en fait, ils vont ouvrir plus haut. Et je vais pas dire, je vais pas dire qu'avec la nouvelle règle, je suis encore moins surpris, mais j'étais jamais surpris en fait de la corrélation entre le physique et la perf. Et je pense que si vous avez un doute, regardez le podium en fait. Les trois qui sont au-dessus sont en général les trois plus solides de la KT. Et sauf cas évidemment deadlift spécialiste avec des bras qui s'arrêtent aux chevilles et compagnie. Mais même en général les deadlift spécialistes ils restent quand même solides quoi. Et je pense que c'est un truc voilà c'est une preuve empirique de faites vos assistances, faites de la masse et choisissez bien votre KT. Oui, éviter les physiques de plagistes. On est d'accord. Mais même je vais aller plus loin que ça. Je pense notamment pour des très jeunes athlètes qui s'accrochent à des KT sans trop savoir pourquoi. J'ai vu un réel passer là-dessus. Comment choisir sa KT de powerlifting. Je sais plus qui l'avait fait, mais je trouvais ça C'est intéressant. Fanny Pasek, non? Ouais, c'est ça. Ça doit être Fanny. Si Fanny nous écoute, bonjour Fanny. Ce truc en fait tu regardes les KT en fait, tout le monde fait à peu près la même taille. Et en fait, j'avais cette discussion avec un athlète sur le fait que tu as des athlètes qui s'accrochent à une KT et t'as envie de leur dire, mais non, en fait, ça va pas le faire, quoi. 1m80, moins de 66, c'est non. En fait, il y a même pas besoin de réfléchir. Tu sais que 1m80, 66, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Ouais, mais j'avais eu le cas avec Benoît Sautin, Benoît qui nous écoute sûrement. Mais au tout début de notre collaboration, au tout début du suivi, c'était un moins de 66 kilos qui remplissait pas la catégorie.
Et je lui ai dit, tu mesures combien? Et j'ai plus sa taille exacte, mais il doit faire dans les 1m78, 80, je pense, par là. Et je lui ai dit, ah ouais, ça va pas être possible. Il m'a dit, si, t'inquiète, je veux faire la compète et tout, en 66 et tout. J'ai dit, écoute, fais ce que tu veux, mais moi, je suis là pour te conseiller, pour te permettre de performer au mieux et d'exploiter au mieux ton potentiel. 66, ça va vite être mort. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi un truc qui fait un peu peur aux athlètes, c'est que déjà, il y a beaucoup d'athlètes qui débutent et qui n'ont pas vécu la montée de KT en fait. Qui, en fait, ce qu'ils voient dans la KT du dessus, c'est qu'ils voient juste un minima qui est plus haut. Ouais, Et des ils disent, concurrents qui sont plus ouais, forts. ça va être compliqué, tu vois. Ouais. Et en fait, faut aussi se dire que quand tu montes d'une KT, souvent, quand tu fais les choses bien, hein, T'as on les va perfs éviter qui vont on va pas dire qu'on mange la volonté à la cuisse d'or, tu vois, mais La cuisse d'or Nancy, validé. Mais donc, le truc, c'est quand tu remplis ta KT, et surtout que tu la remplis bien, parce que le but, c'est pas non plus juste un poids sur une balance, hein. Le but, c'est aussi d'avoir plus d'unités motrices, d'être plus costaud. Et bah, en fait, ça monte directement. Moi, j'ai eu la preuve empirique. Je savais que de toute façon, je voulais monter d'une KT à un moment que je me voyais pas rester en moins de 74. Et je me souviens très bien de ce truc où, en fait, j'ai fait mon confinement au Canada. Et je suis passé de moins de 74 à 83 pendant le confinement. On se demande pourquoi. Je m'entraînais quand même, hein, je tiens à préciser, mais c'était plus un entraînement pack d'eau élastique, quoi. Ouais, on s'en souvient. Et, et qu'est-ce que je voulais dire? Je suis revenu, donc après, je sais pas, peut-être 3-4 mois sans bench. Et j'ai tapé un PR le jour où j'ai remis je me suis rallongé sur un banc, en fait. Et forcément, après, quand tu accumules du volume et tout, bah, rien que le fait d'être plus lourd, tu es plus stable. Enfin, tu vois, ça fait une grosse différence. Donc, souvent, il ne faut pas avoir peur de cette montée de KT. Il faut le faire correctement en prenant son temps. Et à part si, tant que tu vois toujours tes pieds, a priori, c'est bon, tu vois. Ouais, et puis aussi, en général, ce qui revient beaucoup quand un athlète est réticent à monter de catégorie, c'est oui, mais regarde, j'ai tant de kilos à prendre avant ma prochaine compétition. Mais en fait, c'est pas du tout le cas. Quand tu montes de catégorie, c'est pas grave si les premières échéances, t'es vraiment en dessous du poids maximal de la catégorie, c'est pas grave. Ouais. Par exemple, moi, quand je suis monté de 74 à 83, ma première compétition que j'ai fait en moins de 83 kilos, je devais peser 78 ou 79 kilos, tu vois. 78. Donc, au final, je sais que sur le moment, c'est pas archi optimal. Je suis pas le plus compétitif, j'ai un manque à gagner, etc. Mais si je passe pas par cette compétition-là à 79 kilos, bah, je ferai jamais ma compétition à 85 kilos plus cut pour pouvoir être bien rempli, bien. Donc ouais, non, il faut prendre son temps pour monter, comme tu l'as dit. Et s'il y a une échéance pendant la bulk qui arrive et que t'as pas fini ta prise de poids, bah, c'est pas grave, tu l'as fait en étant plus léger, tu seras serein pour la peser et ce sera tout aussi bien. Ouais, je suis complètement d'accord. Moi, j'ajoute un autre truc dont on a pas mal discuté aussi avec Romzer, le truc de arrêter de vous croire trop musclé, quoi. Non, à un moment donné, en fait, je pense que ça fait du bien de temps en temps un petit coup, je dirais, de championnat de France ou d'échéance inter, de te rendre compte que en fait, tu te crois pas mal, en fait. Tu te crois pas mal parce que t'as les gros, tu fais partie des 10% qui a les plus gros bras du Basic Fit. En fait, et en fait, t'arrives et tu vois des gens qui, en fait, ils font, tu vois, ils font le même poids que toi, mais ils font 30 cm de moins. Non, j'abuse, mais bon, t'as compris bien l'idée, sûr. Bah, tu penses que tu as des grosses cuisses, puis tu vois Léa Pata Power qui arrive avec des cuisses sur les cuisses. Voilà. Non, mais voilà. Tu vois. Et je pense que je pense que c'est important parce qu'en fait, ça va déterminer plein de choses dans ton entraînement, en fait. Et ça, je m'en rends compte que ça change beaucoup de choses dans l'intensité. On en parlait avec Romain, de ce que ça change l'implication que tu vas avoir dans tes accessoires. Parce que si tu t'imagines déjà un peu, on va dire un peu en forme et que l'aspect muscu est pas tellement important, souvent les assistances elles vont être skippées en fait. Tu vois, elles vont être skippées ou avec une intensité sub 6. Et en fait, tu te dis mais tu laisses des kilos, c'est évident quoi. Enfin, je veux dire tu peux être solide. En fait, il y en a forcément un qui est plus solide que toi en fait. Donc tant que t'es pas le plus tassé de la catégorie, t'as encore de la marge en fait. J'allais dire, d'autant plus quand il y a vraiment des assistances qui sont là pour mettre du renfort, parce qu'en fait, les gens ils pourraient aussi bien se dire, oui, mais lui, regarde, il fait que du SBD, il est plus musclé que moi. Oui, forcément, si tu fais que du SBD, tu vas avoir forcément un peu plus de ressources à allouer à tes 3 mouvements. Quand il y a un objectif quand il y a des assistances en dehors et qu'il y a des assistances qui sont portées sur l'hypertrophie, il faut forcément baisser parfois un petit peu le volume sur les mouvements de compétition. Ce qui fait qu'en plus, si les assistances, on les fait mal ou qu'on les fait pas avec une bonne intention, bah c'est du temps perdu en fait.
Ouais, clairement. Donc parfois c'est une manière aussi assez simple et peu stressante de rajouter un peu de viande sur sur ces vieux os et ça permet de soulever plus lourd tout simplement. Donc c'est dans l'intérêt de tout le monde en fait. Ouais, clairement. Et pour être sur le podium, c'est mieux d'être solide. Ouais, c'est mieux. Comme ça, t'as l'air plus balèze et tu Et rends tu bien peux sur la mog. photo, tu vois. Tu peux mog. En parlant de photos aussi, on n'en a pas parlé, mais moi j'ai envie de féliciter aussi White Light Media. Moi je trouve que c'est vraiment, ils nous ont régalé aussi. Ouais, c'est clair. Franchement, c'était masterclass sur masterclass, les réels de chaque jour. Enfin, moi je trouve que voilà, j'en ai parlé déjà avec le principal concerné, un certain Lulutak, le chef White Light Media FR, mais franchement, je trouve ça assez ouf parce que en fait, avec les visuels White Light Media, t'as l'impression d'être dans des compes américaines et tout quoi. Tu te Mmh. dis ah ouais, ok, ça level up quoi. Et Ouais, c'est franchement, ça. c'est du gros travail. Franchement, très très lourd. Si vous On n'avez pas suivi, remercie, allez voir direct. on remercie Mathis et c'est très très propre. Et puis de toute façon, on n'a pas attendu cette année pour voir ce qu'il valait. C'est sûr que là, il a step up, il a acheté un nouvel appareil, etc. Mais déjà sur les éditions précédentes, il nous a bien régalé. Donc big up à toi, Mathis. Franchement, ouais. Est-ce que vous avez un dernier sujet que vous avez envie d'aborder autour des France? Une dernière chose que Romain, je vois que tu as envie de. Je te sens croustifondant, prêt à démarrer. Non, non, moi je voulais parler des genouillères là. Je trouve ça dommage. En fait, moi je me suis demandé comment ça allait se passer parce que bon, moi j'ai fait comme tout le monde. Hein, je suis pas forcément pour ça, mais je me suis dit bon, même si je suis nul, tu vois, je me suis dit si tu veux rester dans la course, et surtout pas avoir un inconvénient par rapport à tes Ouais, compétiteurs, des avantages. un désavantage. En fait, t'es obligé de t'y mettre. Et je trouve ça dommage. Là, en plus, aujourd'hui, j'ai vu, de toute façon, je voulais envoyer, j'ai vu tu sais, la sleeve de Titan, là, où tu vois la paire qui tient le disque de 20 kilos, et je me suis dit, mais en fait, on va où, là? On va où? Ouais, bah, c'est ça. Après, de toute manière, ça va faire des stories sur moi en disant que je crasse sur les Unreal Inzer, mais concrètement, on y revient et on revient à ce que je disais. Moi, là, j'ai dû acheter une paire parce que, encore une fois, le top 4 de la catégorie en avait. Donc, ça aurait été un peu bête de me ramener un SBD, sachant que peut-être j'aurais pu gagner plus avec les Inzer. Ce qui, au final, a peut-être pas forcément été le cas. Pour différentes raisons, notamment parce que ça a bien modifié mon pattern et que ça a un petit peu dénaturé mon squat dans les dernières semaines de la préparation. Après, à voir. Mais voilà, en fait, c'est juste ça. On est toujours dans cette course à avoir de l'équipement qui nous aide toujours plus. Alors qu'à la base, s'il y a une distinction raw et équipé, c'est justement pour que en raw, l'aide soit minimale et qu'en équipé, l'aide soit maximale et que là, on puisse soulever des charges qui dépassent l'entendement humain, tu vois. C'est pour ça que en équipé, on a très souvent des développés couchés qui sont supérieurs au soulevé de terre. C'est l'essence même de l'équipement. Et là, moi, c'est ça ce dont j'ai un petit peu peur, c'est que au final, Inzer a sorti sa paire, A7 a sorti sa paire, maintenant il y a Titan qui a sorti une paire encore plus abusée. On ne sait pas de quoi va avoir l'air la paire SBD, mais concrètement, moi, si du jour au lendemain, toute cette histoire-là est bannie et qu'on repasse tous en genouillère SBD, je serais le plus heureux du monde. Donc, ouais, je trouve ça un peu dommage. Ou plus radical, hein. Plus radical, no sleeves. Hein. No sleeves. Ouais, nos sleeves aussi, pourquoi pas. Après, on aura tous un petit temps d'adaptation, mais Ouais, mais après, voilà, moi, ce serait raw de chez raw, quoi. ouais. Et moi j'allais te dire, en plus, je me souviens, c'était le moment dans la prépa où tu me dis, ouais, est-ce que j'achète et tout. Ouais. Et je lui dis, en fait, moi, j'étais pas pour, mais c'est pareil. Je me suis dit, mais en fait, le problème, c'est que si tu le fais pas, t'es. J'ai acheté ma tranquillité d'esprit, en fait. Ouais, c'est ça. J'ai Parce que commencé t'avais à... toujours le doute. C'est ça, je me disais, ouais, mais attends, peut-être que je peux gagner 10 kills sur mon squat, et peut-être que je vais pas le faire. Donc, au final, ça rentre dans la tête. Tu te dis, ouais, mais imagine un match, nanana. Donc, Surtout que ouais, dans ton cas, on savait d'ores et déjà que ton match se joue au squat. bien sûr. On savait que si le squat se passait mal, ça allait être compliqué pour le Ouais, reste. compliqué derrière, ouais. Et c'est pour ça, je me souviens, tu m'as dit, ouais, mais si Thomas il gagne, je sais pas, 10 kilos sur son squat et que moi je les gagne pas, en fait, on perd l'écart. Et au final, bon, c'est un peu ce qui s'est arrivé, pas pour les mêmes raisons, mais Ouais, tu dirais que c'est cuit, en fait. c'est ça. Donc, ouais, j'ai acheté ma tranquillité d'esprit et je regrette pas, hein, mais au final, je pense que les Inzer vont finir au placard et que je vais reprendre mes bonnes vieilles SBD là. Roman aussi va les laisser au placard, je crois, parce que
Alors, comment vous expliquer ma petite mésaventure? Ça, ce sera vraiment pour ceux qui commandent chez NutriPure avec le code Stratège. Vous avez, alors, il y en a qui ont reçu la photo comment ça s'appelle, en impair avec le singlet. Donc, si vous avez envie de voir ce qu'ont venu mes genouillères Inzer, et bah voilà, vous savez ce qu'il faut faire parce que on va dire que moi aussi je suis passé chez Inzer, mais Inzer m'a pas validé, je crois. Je crois que moi je me suis En fait, fait ban. il y a un truc qui est simple, c'est que Roman, il poste assez souvent ses squats et tout. Il a reçu des genouillères Inzer il y a quoi, il y a une semaine, un truc comme ça? Non, il y a un jour. Ah mince, ok, bon. Bon, en tout cas, le temps que le podcast sorte, les gens vont bien voir que tu squattes pas en Inzer et ils comprendront pourquoi. Voilà, c'est quoi ces 200 balles la paire pour finir? Pour finir, elle va servir de Bah, chiffon, quoi. Non, elle va servir de chapeau. On va en faire un chapeau Inzer IPF approved, je vous le dis directement. Est-ce qu'il y a une dernière chose, Soulé, que tu voulais aborder peut-être sur ce championnat de France? Moi, je voulais juste rapidement revenir sur le match des 120 et ce qu'a fait Andy au soulevé de terre, juste parce que c'était incroyable. Je vais pas critiquer particulièrement ou quoi, mais rater son opener pour grip, monter de 27 kilos, relouper pour grip et tirer sur la dernière barre, la barre de la victoire à 368 kilos et à être à ça de la lock et bien tenir le grip, vraiment, Vrai garçon. Ouais, on peut dire c'est un vrai garçon, là, vrai garçon. Oh, et en plus, je sais qu'il va sûrement écouter ce podcast, donc Andy, t'es une brute, c'est aberrant. Ouais, j'avais vu ça, j'avais même pas vu parce que nous on était dans le train à ce moment-là. Mais je me souviens qu'on avait regardé sur le replay, on s'est dit oh s'il la passe, la dinguerie. Ouais, en plus, c'était pas loin, il manquait Ouais, rien. il manquait rien. Il manquait juste les épaules en arrière. Non, mais ça, c'est un vrai garçon authentique, ça. Ça ouais. a été un régal. Un régal. Au final, soit je fais 2e sur 2, soit je gagne, soit je bulle. Donc au final, il faut tout jouer sur la dernière barre et incroyable. Non, franchement, gros respect. Alors, tellement ça criait dans la pièce, on n'entendait plus que ça criait. Je sais pas si tu vois, tellement il y a de bruit, il y a plus de bruit. Ouais. C'est le bruit, ça devient le bruit de fond, quoi. C'est les tympans qui se déconnectent en fait. Ah ouais, c'est ça. Je pense que j'ai perdu 3 points d'audition sur cette barre. Bon, big up, donc si Andy nous écoute. Et puis pour les autres, évidemment, pensez à liker, vous abonner, commenter. Comme d'habitude, on vous remercie pour les différentes propositions de sujets qu'on peut avoir dans nos DM. À chaque fois, ça nous fait extrêmement plaisir. Pensez à partager aussi, parce que c'est un moyen de nous soutenir. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à utiliser également notre code stratège chez NutriPure pour les meilleurs compléments, tout simplement. Hein. C'est pas un hasard si on travaille avec eux. Et puis, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode.